Alors les images de ces 3 abattoirs, c'est à votre association, L214, Brigitte Gauthier, que nous les devons. Alors est-ce qu'il s'agit pour vous de cas isolés auxquels on pourrait mettre fin ou bien est-ce que c'est révélateur de la façon dont nous tuons chaque année, comme je le disais, 60 milliards d'animaux pour nous nourrir? Alors, non, ce ne sont pas des exceptions. Et puis, je vais revenir sur le chiffre que vous donnez, 60 milliards. On parle là uniquement des animaux terrestres, auxquels il faut ajouter plus de 1000 milliards d'animaux aquatiques aussi qui sont tués. Les poissons, pour les finir crevettes, les moules. Exactement. Et c'est l'évaluation basse. Donc, c'est peut-être même beaucoup plus que ça. Ce ne sont pas des exceptions. Ça fait des années qu'on dit que dans les abattoirs, la réglementation n'est pas respectée d'une part, mais aussi que les abattoirs, ce sont par essence des lieux violents et cruels. On met à mort dans les abattoirs, quel que soit l'abattoir, quelle que soit sa taille, et même quand on le faisait à l'arrière d'une ferme, on met à mort des animaux qui ne souhaitent pas mourir, qui résistent, qui luttent pour leur vie, et on va les tuer à l'arme blanche, après étourdissement ou sans étourdissement, sachant que l'étourdissement, c'est pas non plus une opération, je vous mets un petit mouchoir de chloroforme, vous allez vous endormir, c'est très doux, après vous sentirez plus rien. Ce sont des procédés violents aussi, puisqu'on parle de décharge électrique, on parle de pistolets à tige perforante qui défoncent le crâne, et on parle de gaz, comme on l'a vu à Alès, ces cochons qui agonisent dans le gaz. Donc, des images d'abattoirs, un responsable d'un abattoir m'avait dit au tout début qu'on commençait les enquêtes, je ne vous laisserai pas rentrer dans ma salle d'abattage, vous en feriez de toute façon un film d'horreur. Évidemment, pour chacun de nous, voir les animaux mourir alors qu'ils ne le désirent pas, ça lève de toute façon en nous des émotions très fortes. Et souvent, on les rejette en se confortant dans l'idée qu'il faut manger de la viande pour pouvoir vivre, etc. Enfin, on se cherche des excuses pour continuer à participer au meurtre alimentaire, finalement, alors qu'on n'en a pas besoin. Nos émotions, elles nous guident. Il faut savoir si elles sont bonnes ou si elles ne sont pas bonnes. Là, je pense que tout le monde pense que ces images, elles sont ignobles. On avait publié il y a quelques années aussi d'autres images d'abattoirs qui faisaient selon les normes. Les commentaires sous la vidéo étaient les mêmes qu'on a sous les vidéos qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que personne ne supporte de voir les animaux mourir de cette façon-là, de les voir souffrir, puisque tout le monde le sait, les animaux, ce sont des êtres sentients, c'est-à-dire qui ressentent des émotions, qui ont le désir de vivre, qui ont une personnalité propre, qui veulent continuer de vivre, et on interrompt leur vie brutalement. Autre chose qu'on sait moins, parce qu'on est dans un pays gastronome, etc., c'est qu'on n'a aucunement besoin de produits d'origine animale pour vivre. Et donc se pose avec ces vidéos, en fait c'est la démonstration de ce qu'on dit depuis longtemps, se pose la question de la légitimité de mettre à mort des animaux sans nécessité. On n'est pas en état de légitime défense, on n'est pas en état de manque par rapport aux produits d'origine animale. Et donc cette question de la légitimité de mettre à mort des animaux, elle est vraiment très importante et effectivement c'est une question qu'il faut poser aujourd'hui et c'est très bien que le débat arrive dans la sphère publique. Comment aujourd'hui évoluer? On est dans une évolution, on a toujours évolué en tant qu'être humain, c'est-à-dire qu'on a étendu notre sphère d'égalité morale. Au départ, on l'a réservée qu'à un petit cercle d'êtres humains, puis on a étendu à d'autres êtres humains. Et aujourd'hui, le critère pertinent, ce serait justement la sentience, cette capacité à ressentir des émotions. Et à nous de faire un espace de cohabitation avec les animaux sans se sentir obligé de les asservir pour... là, on parle de l'alimentation, on pourrait parler d'autres choses. Voilà. Comment on remet en question tout ça ? Vous avez très bien posé le débat de ce soir. Alors commençons d'abord par la première question. Est-ce que c'est révélateur, à votre avis, de la façon dont, partout et de tout temps, on a mis à mort les animaux pour se nourrir? Perico Légas. Là, c'est particulièrement atroce. Je suppose qu'il y a 150 ans et au Moyen-Âge, ça ne devait pas être mieux. À la masse, l'abattage par principe a toujours été un acte de violence. On a toujours consommé de la viande depuis Homo sapiens, même si on descend des grands singes. La prédation, ça a commencé par la chasse,
Ça fait partie de l'alimentation naturelle des êtres que nous sommes, qui sommes omnivores. Nous avons des canines parce que nous sommes omnivores. Nous pouvons un jour cesser de manger de la viande, mais c'est une telle mutation, c'est une remise en cause de notre système de civilisation. On y viendra peut-être un jour s'il n'y a plus de viande, parce que je pense que tel que ça va, on aura des problèmes avec l'agriculture. Il n'empêche aujourd'hui ces massacres, ces atrocités, cette barbarie. On peut utiliser des termes violents comme une forme de nazisme, parce qu'il y a une cruauté dans la destruction animale, correspond aujourd'hui à un système économique de surproduction pour la surconsommation qui assure le profit des filiales et des réseaux du commerce de la viande. Le délai dans lequel ces barbares abattent les animaux correspond à une demande à des prix très bas. On peut rentrer dans le détail ensuite. Qui sont ces employés? Sont-ils tous formés? Peut-être certains oui, d'autres non. Sont-ils tous déclarés? Ont-ils la compétence? N'empêche que l'industrie de la viande, telle qu'elle est aujourd'hui imposée par le système de la grande distribution, qui impose systématiquement des prix les plus bas, en violation de l'effort que font les éleveurs. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont vu les images entre Alès, le Vigan et Moléon, ce sont des éleveurs d'agneaux, des éleveurs dans la filière bio, c'est-à-dire des gens qui se donnent du mal, qui se privent, qui ont des conditions fastidieuses, qui ont du courage, qui donnent d'eux-mêmes pour avoir une qualité de viande exemplaire, pour que le consommateur puisse avoir une qualité de viande elle-même irréprochable, et le travail est totalement détruit et massacré par des voyous. Alors ça révèle quoi? Eux les tuent différemment, d'après vous. On peut tuer proprement. Alors Brigitte Gauthier, avec laquelle j'ai l'habitude de m'affronter, qui représente ici la communauté végétarienne ou le parti végétarien, que je respecte, je donnerai ma vie pour que Brigitte Gauthier puisse continuer. Mais elle représente le végétarisme. Je ne suis pas végétarien, je ne réfute pas la possibilité de le devenir un jour, mais je ne suis pas végétarien et je me battrai pour qu'on puisse continuer à consommer de la viande proprement, humainement, décemment. Ce qu'on voit les images là, Frédéric, ça veut dire que l'État, la puissance publique, n'exerce plus sa mission et son devoir. Supprimer les radars sur la route, les milliers de morts par accident de voiture vont multiplier. Aujourd'hui, ces abattoirs savent qu'ils ne sont pas contrôlés. La DGCCRF et les services vétérinaires remplacés par la DDPP ont été démantelés sous le gouvernement Sarkozy, probablement à la demande du MEDEF, pour arrêter la pression de l'administration, le tatillonnage, la persécution, le harcèlement administratif. Vous savez, c'est très à la mode. Donc on a laissé le libéralisme s'installer dans ces systèmes. Eh bien, quand on laisse les voyous sans policiers, eh bien, ils se comportent comme des voyous. Jocelyne Porcher, est-ce qu'on peut tuer dignement les animaux? Oui, je crois qu'on peut tuer dignement, mais moi je voudrais déjà rappeler que le but des éleveurs, c'est pas de tuer leurs animaux, quoi. Le but des éleveurs, c'est de vivre avec des animaux, de travailler avec eux, de leur donner la vie la plus belle possible, et effectivement de donner aussi une bonne mort, ce qui est aujourd'hui impossible, parce que justement, c'est ce qui vient d'être dit, il y a des conditions d'abattage qui sont insupportables, et elles le sont à commencer par les éleveurs. C'est les éleveurs les premiers à qui ces conditions d'abattage sont insupportables. Vincent Message, qu'est-ce qu'elle vous inspire, ces images? Et là encore, est-ce que vous y voyez des cas exceptionnels auxquels on peut mettre fin ou ça peut s'appliquer aux 60 milliards ou aux 1060 milliards d'animaux qu'on tue chaque année pour se nourrir? Alors, je pense qu'aujourd'hui, la grande majorité de la production, c'est celle qui est l'élevage intensif. Et donc, les animaux, non seulement connaissent une mort très douloureuse, comme on le voit sur ces vidéos, mais connaissent aussi auparavant des conditions de vie qui sont particulièrement pénibles. Ils n'ont pas juste une vie décente, puis une mort propre. La plupart ont une vie assez atroce, confinés dans des bâtiments, subissant des mutilations, étant dans des habitudes qui vont à l'encontre de tous leurs réflexes locomoteurs, ne pouvant pas bouger, ne pouvant pas gratter la terre pour les poules, ne pouvant pas faire des choses qui sont leurs besoins primaires. Et ensuite allant à l'abattoir avec des transports qui sont parfois très longs, entassés, etc. On a besoin de développer l'empathie pour les animaux. Cette empathie ne nous est pas complètement naturelle. Moi, dans mon roman, c'est ce que j'essaye de faire. Je nous mets à la place des animaux. J'imagine un monde où nous sommes les animaux de compagnie, les animaux qui font du travail de force et aussi les animaux d'élevage. Et les animaux qu'on mange aussi. Oui, tout à fait. Donc les mères sont séparées de leurs enfants à 3 semaines, comme ça se passe dans la plupart des élevages industriels. Certains enfants, les enfants sont engraissés jusqu'à leur poids d'abattage, c'est-à-dire des adolescents, femmes et hommes, jusqu'à 13-14 ans. Là, on atteint son poids d'abattage. Et puis ensuite, la même chose, mais avec des hommes. Pourquoi il faut passer aussi par la fiction pour parler de ça? Les vidéos sont très utiles. Il faut aussi passer par la fiction parce que la fiction, c'est elle qui développe notre pouvoir d'empathie. On a envie de se mettre dans la tête d'autres gens, de vivre d'autres expériences pour enrichir notre expérience du réel. Mais l'empathie, elle a des limites. On connaît la limite des affects kilométriques. Plus c'est loin, moins on en a quelque chose à faire. Les journalistes ont du mal à gérer cette réalité-là. Il y a la limite de l'invisibilité. Les abattoirs sont des boîtes noires. Les élevages industriels sont des boîtes noires.
Les élevages qu'on peut voir sont les élevages plus extensifs, plus respectueux, où les animaux pâturent à l'air libre. Donc on a cette image d'Épinal éventuellement dans la tête. Elle ne correspond plus à 85-90% de la production aujourd'hui en France ou dans les grands pays développés. Et l'autre limite de notre empathie, c'est le spécisme. C'est ces barrières mentales qu'on a construites au fil des siècles. Il faut rappeler le De spécisme. manière très méticuleuse, qui nous Le mettent à spécisme, part. c'est Voilà. ce qui fait que l'homme est au-dessus d'une autre espèce, Il n'est des pas autres seulement espèces. au-dessus, à part, au sens où il y aurait effectivement des propres de l'homme, j'imagine qu'on y reviendra. C'est sûr qu'il y a certaines capacités qui sont celles de l'homme et qui ne sont pas celles des animaux. Il n'y a pas d'égalité de ce point de vue. Mais en revanche, se considérer sur le trône de la création, sur un piédestal, maître et possesseur de la nature. Cette expression, elle vient de Descartes du discours de la méthode. On a voulu se rendre comme maître et possesseur de la nature par la technique, par le progrès. Et ça, longtemps, ça nous a servi. Nous sommes les héritiers de ce mouvement. On a des vies beaucoup plus confortables. On passe beaucoup moins de temps à nous procurer ce dont on a besoin pour notre survie matérielle. Mais aujourd'hui, on vit une crise écologique gravissime qui est liée à notre vision biaisée des écosystèmes. Et l'élevage est un élément clé de cette crise, puisque c'est 14% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a besoin d'agir et il faut actionner tous les leviers. On a besoin de nouvelles lumières. Moi, ce que j'ai écrit, c'est une forme de conte philosophique contemporain ou de dystopie, de contre-utopie à la Orwell, comme dans 1984, parce que ces genres-là permettent des critiques systémiques. Et aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est le système. Des élevages respectueux des animaux, localement, on peut en trouver. En France, on peut avoir des exemples. J'en doute pas une seconde. Et les éleveurs qui font bien leur travail non plus. Mais le système pose problème parce que ce système est insoutenable du point de vue écologique. Et donc, il faut réagir de manière assez radicale. Pascal Pic. Deux choses. D'abord, d'un point de vue naturaliste, d'un point de vue de l'évolution. Les canines chez les singes, c'est pas lié à la viande. Hein. Les canines, ça sert pour la sélection sexuelle. Je vous donnerai les recettes au passage. Donc, les canines servent à beaucoup de fonctions chez différentes espèces. Il y a des chevrotins qui ne mangent que des feuilles, qui ont des canines. C'est des caractères qu'on appelle sexuels. Donc si on a des canines, c'est pas parce on doit manger de la viande. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, en ce qui concerne l'évolution humaine, bien sûr, ça a été un des grands schémas, la viande, la chasse. Or, les chimpanzés chassent très bien, les babouins chassent très bien, il y a des macaques qui chassent très bien. Les omnivores ont une appétence, alors c'est plus un loisir, ça n'a rien à voir avec les abattages qu'on évoque à l'instant, j'y reviendrai. La viande, chez les chimpanzés, c'est un acte collectif avec vraiment des comportements d'excitation sociale, de partage, de négociation, etc. Donc c'est l'invention du repas, parce que la viande est la seule nourriture qui se présente de manière discrète, c'est-à-dire en un bloc, et qui peut se partager. C'est beaucoup plus difficile sur des noix ou des choses comme cela. Donc ça, il y a un aspect qui est lié à cette évolution-là et qu'on retrouve dans toute la lignée humaine, bien évidemment, et qui va se déployer. Ce qui a permis aux espèces humaines depuis 2 millions d'années, c'est Homo erectus, de se déployer par-delà la bande des tropiques, c'est parce que justement la viande est la seule nourriture que l'on trouve sous toute latitude et en toute saison. Les singes sont dépendants de la bande des tropiques, non pas pour des questions de température, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais en raison de l'accès aux nourritures végétales, puisque les arbres doivent fournir à minima des feuilles tout au long de l'année. Là où nous sommes, voilà, le printemps arrive, certes, mais à partir de l'automne, les singes ne peuvent pas survivre parce qu'ils ne trouvent plus de nourriture. En plus, ils sont territoriaux. Donc ça, c'est la première chose. Il est incontestable que la viande a participé donc, de notre évolution. Mais c'est vrai qu'on a surestimé cela. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a servi de justification à des exactions. Très clairement, on sait très bien qu'on peut se nourrir qu'avec des nourritures végétales. Maintenant, ça demande des connaissances, des compétences, etc. C'est pas évident. On y reviendra parce que j'aborderai cette question plus précisément. Ça fait partie de notre nature. Maintenant, on ne va pas tomber dans l'erreur, ce que les philosophes appellent l'erreur du naturaliste. C'est pas parce que des singes ou nos ancêtres mangeaient de la viande que ça justifie les exactions ou les déviances que l'on connaît aujourd'hui. Le deuxième problème auquel on a affaire là, c'est qu'effectivement, moi j'ai vu ce reportage qui a été diffusé sur France 2, et là j'entendais un représentant du personnel qui disait « Oui, mais ils sont soumis à des conditions de travail complètement dingues ». Donc, comme vous l'avez dit, cher monsieur, on est dans un système qui est devenu complètement dingue, dans lequel ni les éleveurs plus ou moins traditionnels ne gagnent leur vie, les éleveurs qui sont liés à des conditions de protocole très strictes pour nourrir leurs animaux en batterie, eux-mêmes ne gagnent pas leur vie. Et en même temps, et là on va y arriver, moi je trouve ça scandaleux, vous arrivez dans les grandes surfaces, on vous dit prenez une cagette de viande, vous avez la deuxième gratuite. Et là on a affaire à quelque chose
une chose sur laquelle il va falloir que l'on réfléchisse beaucoup, c'est un modèle économique qui est complètement venu dingue et dans lequel on est à la deuxième, voire la troisième génération de jeunes, maintenant de moins jeunes, qui n'ont jamais eu de contact avec les animaux. Donc en fait, vous avez une cassette avec de la viande, ça peut être du maïs ou de la viande, c'est pareil. Vous ne savez pas du tout ce qu'il y a derrière. Donc cet écran fait qu'effectivement, les exactions peuvent venir de tous les côtés. On ne les voit pas. On n'a aucune vision de cela. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, il y a un enjeu fondamental. Manger de la viande tous les jours, mais de manière abondante, c'est une conquête sociale des 30 glorieuses. C'est-à-dire qu'effectivement, l'évolution des classes moyennes, la consommation, qui ont été des grands modèles jusqu'à aujourd'hui, était liée à une chose fondamentale, manger de la viande qui était réservée aux classes plus privilégiées avant la Seconde Guerre mondiale, etc. Et lorsqu'on touche à des aspects comme ceci, eh bien effectivement, on ne peut pas jouer, même si c'est important ce que vous faites à travers la vision, ces films, ces émissions comme aujourd'hui, on ne peut pas aborder cette question-là sans regarder notre histoire récente qui a imprimé, et on en est à la troisième génération aujourd'hui, des comportements alimentaires basés sur l'ignorance totale de ce que sont les animaux et effectivement qui sont considérés comme un acquis social qui évidemment va poser des difficultés par rapport à cela, sans parler de toutes les difficultés autour des personnels. Donc il y a un système qui est devenu complètement dingue autour de cela et qui ne bénéficie à personne. Dominique Lestel. Je suis choqué par ces élevages industriels comme tout le monde. Et j'ai beaucoup d'admiration pour des associations comme vous, pour le travail que vous faites. Mais il y a deux aspects que je distinguerai volontiers. Le premier, c'est l'action que font des associations végétariennes comme vous. La volonté de lutter contre les élevages industriels, ce pourquoi je suis tout à fait de votre côté, et les justifications végétariennes sous-jacentes à votre démarche de ne pas manger de viande. Et là, il me semble qu'il y a deux problèmes qui sont différents. Le premier, c'est l'élevage industriel, c'est la question de l'élevage industriel, et le deuxième, c'est la question de la consommation de viande. Alors, ça a un sens de lier les deux, hein. Je ne dis pas que ça n'a pas de sens, mais ce que je dis, c'est que, ce sens n'est pas si simple que ça, d'une part, et que, d'autre part, il y a une hiérarchie des objectifs à avoir, et que l'objectif de faire fermer les élevages industriels ou de transformer en profondeur le mode de fonctionnement de ces élevages industriels est une priorité sur le fait de cesser de manger de la viande. Et je ne pense pas que les deux soient complètement liés. Alors sur la question des élevages industriels, par exemple, je pense qu'on est dans un espace politique beaucoup plus que dans un espace moral, et qu'il faut le prendre de cette façon. Et que c'est même un espace politique extrêmement profond, en ce sens que c'est un espace politique qui a ses racines dans notre culture, et en particulier dans notre culture occidentale. Et que ce qu'il y a, on va revenir sur les questions propres de l'homme peut-être tout à l'heure, ce qu'il y a dans notre culture, c'est pas simplement qu'on veut se distinguer de l'animal, c'est également qu'on a développé, me semble-t-il, une véritable haine contre l'animal, par un certain nombre de processus, par un certain nombre de façons de penser, par un certain nombre de raisonnements. Par exemple, à l'époque élisabéthaine, un évêque considérait que les comédiens qui se déguisaient en animaux pour faire des pièces de théâtre, c'était un péché qui était aussi important que les plus graves péchés qu'on puisse faire. Et le deuxième point, c'est que je pense que du coup, avec cette haine de l'animal et le développement du capitalisme contemporain, donc après on peut discuter de ce type de capitalisme, etc., on arrive à une situation de violence contre l'animal en particulier et contre le vivant naturel de façon plus générale, qui atteint des sommets invraisemblables et qui n'est pas simplement qui ne peut pas simplement être ramené à la question des élevages industriels. Vous parliez par exemple des animaux marins, et vous avez raison, mais c'est une grande partie des animaux qui sont pêchés sont rejetés à la mer, sont même pas consommés. Et quelqu'un comme l'association Bloom, par exemple, fait aussi un travail absolument formidable sur ce point. Donc il y a ça, il y a tout le nombre d'animaux qu'on tue en conduisant, le nombre d'animaux qu'on massacre par effets collatéraux, par la pollution, la destruction des écosystèmes, etc. Je pense que la question des élevages industriels doit être replacée dans cette perspective. Mais justement, replaçons-la dans cette perspective, et je vous propose de regarder une autre vidéo
Alors celle-ci, on voit quelqu'un tuer un animal juste parce qu'il était là. Alors c'est pas le lion Cécile, c'est un autre animal. Et pourtant, à l'époque, cet animal-là, ça n'a choqué absolument personne. Il se trouve que c'est pas du tout l'image que j'ai sous les yeux là, donc j'espère qu'on va en changer. Une autre image que l'on va voir. Ah, tu Élise tout de suite. Hein. Un homme qui tue un animal devant tout le monde et tout le monde applaudit. Dans 150 ans, peut-être que nos descendants trouveront ça ignoble. Regardez.